Désolée, j'ai un peu coupé la chanson, c'est pas grave. On continue avec Grace Lee, donc auteure de Jeune fille modèle, votre premier roman aux éditions Fayard. Donc il est sorti il y a à peine un mois. Vous l'avez également présenté à la librairie Phoenix vendredi dernier. Une envie, une nécessité d'écrire, de mettre sur papier cette quête d'identité, de racines, de double culture. Justement, il s'agit bien de double culture française, puisque la protagoniste, j'ai tendance à me diriger vers vous. Donc Chichi, donc cette jeune fille, est née à Paris de parents asiatiques. Alors, moi, je voulais revenir sur les thématiques que vous abordez, qui pour moi sont quand même assez universelles. Effectivement, dans le milieu asiatique, peut-être il y a des choses qui reviennent de manière plus forte qu'ailleurs, mais cette relation à la mer. Parlons de cette relation à la mer, parce que c'est quand même un truc. Mais oui, moi aussi, j'ai eu une mère où j'avais l'impression qu'elle n'était jamais là pour moi, vraiment. C'était mon père qui était là pour moi, mais pas ma mère. Alors, il ne s'agit pas de parler de moi, mais du coup, là, cette jeune Chichi, effectivement, elle se plaint de cette maman qui travaille au restaurant nuit et jour et qui a toujours une oreille à moitié sur elle, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de faire autre chose, pendant que Chichi, qui est une jeune adolescente, elle est en première année de lycée. Je pense qu'elle doit avoir 14, moi, je pensais un peu peut-être 16-17, moi je pensais. Et du coup, ça, pareil, est-ce que c'est un vécu, qui a rayonné autour de vous? Vos copines franco-chinoises vous parlent de ça beaucoup? C'est quelque chose qui était plus personnel? Je crois que la relation à la mer dans l'histoire de Chichi, elle est indissociable du parcours de la mère. C'est-à-dire que... alors moi, Oui, peut-être revenons aussi sur le contexte un peu historique. Parce que je pense que, en tant que parents, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est le meilleur de ce qu'on peut leur offrir. Et ça c'est universel. N'importe quelle culture, je pense qu'on est, on est bien d'accord que les mères, et les pères, d'ailleurs, là on parle de la mère parce que c'est l'histoire, mais les parents, c'est leur but, c'est d'offrir à leurs enfants ce que eux ont eu ou n'ont pas eu, et de les porter plus loin que ce qu'ils voudraient pour eux-mêmes. Et du coup, ça, si vous le placez dans le contexte d'un exil, comme l'a vécu cette maman sino-cambodgienne qui est venue, qui a connu un régime sanguinaire, qui est venue en France et qui a recommencé à zéro, l'expression de son amour en tant que mère, il est teinté de cette histoire-là. Et ce qu'elle transmet à sa fille est forcément différent de ce qu'elle peut voir à son lycée. C'est-à-dire, et c'est là où le fossé de la double culture se ressent le plus pour cette jeune fille, puisque dans son lycée, il y a des enfants dont les parents ont connu Françoise Dolto, qui sont dans une expérience beaucoup plus confortable, puisque peut-être qu'ils n'ont manqué de rien. En tout cas, c'est comme ça que Chichi se l'imagine. On est dans l'esprit d'une enfant d'une adolescente. Donc, il faut aussi se mettre dans ses chaussures et se dire qu'elle, ce qu'elle voit, c'est des gens qui ont tout et elle n'a rien. Et quand on a tendance à être un petit peu manichéen quand on est plus jeune parce qu'on n'a pas l'expérience de la vie, on se dit que eux, c'est tout et moi, c'est rien. Et je pense que ça se ressent dans sa perception de la double culture, c'est que pour elle, ce n'est pas une richesse. Elle se rend bien compte que... Elle voudrait s'appeler Marie Legrand, c'est ça? C'est difficile d'apprécier qui on est lorsque... et cette histoire assez lourde d'exil et cette pression économique et sociale de devoir réussir dans un autre pays. Et ça, je pense qu'on le ressent quand on est enfant, on se dit on n'est pas vraiment comme les autres, puisqu'on n'a pas une chambre avec des jouets, avec tout ce que l'enfance pourrait signifier pour d'autres personnes qu'on côtoie. Il n'y a pas de barrière, et c'est tant mieux d'ailleurs, puisque la mixité nous permet de côtoyer des gens différents, et ça, je pense que c'est quelque chose d'absolument formidable, mais il y a des revers, et ça fait partie des revers. Notamment, j'étais en train de penser que l'adolescence, on le sait, alors là, pour le coup, c'est universel aussi, c'est un moment
compliqué, plus ou moins pour les personnes, mais en tout cas, on passe tous, on est tous passés en tout cas par là, où c'est un moment de construction. Donc effectivement, quand on est dans une double culture, et là, Chichi, en plus, a une mère exigeante, et où la communication se fait de façon compliquée, en tout cas du point de vue de Chichi, qui voudrait... et même au niveau de la langue, même oui. vraiment de ce qu'elles parlent toutes les deux, parce que la mère, elle parle pas bien français, et elle parle pas bien chinois comme sa mère. Donc il y a une vraie difficulté. Mais alors, ça, c'est des histoires que j'ai quand même entendues, mais parce que je travaille dans ce milieu franco-chinois. Donc forcément, c'est des choses qui sont assez présentes. Après, je voudrais revenir sur ce manque de temps qu'elle réclame face à sa mère. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut aussi retrouver ça dans des générations Françoise Dolto, mais qui sont très working girl. Et du coup, l'enfant, il a beaucoup de choses, parce que du coup, il y a un niveau financier plus élevé que le cadre de Chichi. Mais finalement, l'enfant, il n'a pas l'essentiel, c'est-à-dire la présence du parent. Donc, voilà, c'est un peu à ce niveau-là que, pour moi, c'est quand même, en quelque sorte, on peut y rattacher des choses plus universelles, à cette relation entre mère et fille. Quelque part, finalement, cette mère, elle la voit parce qu'elle travaille aussi beaucoup au restaurant. Dès qu'il y a une vacance scolaire ou un temps libre le week-end, elle va l'aider. Donc finalement, il y a aussi une espèce d'entraide et de présence au même endroit commune, chose qu'il n'y aurait pas, par exemple, avec des working girls qui n'amènent pas forcément leur enfant en reportage ou je ne sais où. Oui, je pense que c'est pas une histoire qui est circonscrite au décor qui est décrit dans le livre. C'est-à-dire que une mère, elle peut être présente et être absente en même temps. C'est-à-dire que l'attention qu'on accorde à nos enfants, c'est pas au temps passé forcément. Moi, mes parents ont été commerçants très longtemps, donc j'ai passé beaucoup de temps physiquement avec eux. Mais les entrepreneurs peuvent vous le dire aujourd'hui. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Et aujourd'hui, avec les cadres et avec l'avènement du téléphone portable, il y a des gens qui travaillent tout le temps. Ouais, c'est ça. Ils sont là, mais ils ont leur BlackBerry d'un côté, leur iPhone de l'autre. Et quand l'enfant dit « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» on dit « Non, papa a autre chose à faire. » Voilà. Donc ça, c'est pas une histoire, c'est vrai, qui peut être limitée aux parents exilés qui ont une double culture, etc. C'est un combat qu'on mène en tant que humain tous les jours, de pouvoir se consacrer pleinement à ceux qui nous sont chers. Vous visiez un public une fois écrit le livre, ou avant de l'écrire? Est-ce qu'avec l'éditeur, comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez un peu discuté aussi justement vers qui aller? Parce qu'après, il y a un côté plus financier derrière aussi, un livre. Alors moi, ce livre-là, je l'ai écrit pour moi. Ok, donc il n'y a pas une envie spéciale de vente ou... Moi, le jour où j'ai mis un point final à ce livre et qu'avec Faiza Gaine, on s'est dit, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Et, je crois que là, j'ai déjà été comblée. Ensuite, qu'il y ait effectivement un éditeur intéressé pour faire porter cette voix-là, la voix de Chichi, plus loin que mon propre réseau personnel, c'était encore un bonus. Et puis, que le livre trouve un public, c'est pour moi assez fou d'arriver là. Je suis assez... Et pas n'importe quel éditeur, quand même. C'est Oui, Fayard qui vous édite, donc c'est une belle maison d'édition. Oui. Donc non, en fait, en termes de public, le livre est vendu... dans le rayon littérature française. Et ça, j'en suis très contente, puisque c'est aussi une... alors, je dois dire que mon éditeur l'a fait naturellement. Ils ne m'ont pas consulté pour ça. Mais je sais que, par exemple, on en a parlé avec d'autres personnes qui sont auteurs ou éditeurs. Il y a des personnes françaises qui sont vendues dans la catégorie littérature asiatique. Et ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas, puisque... à part le faciès de Chichi, à part le faciès de moi, la personne derrière le livre, il n'y a rien de asiatique dans ce livre. Juste, l'interne, mais c'est tout. Mais vous êtes une auteure français. Voilà, et puis j'écris en français, l'histoire se passe en France. Voilà. Donc, voilà. Il y a un point
pour moi assez marquant dans le livre, c'est page 98, où vous dites ce jour-là, j'ai décidé de devenir moi-même. Donc, on va pas spoiler l'histoire, donc on va pas vous dire ce qui s'est passé avant, il faut lire. Mais comment, du coup, c'est fait? Est-ce que vous l'avez ressenti pendant votre adolescence, vraiment ce moment où vous vous dites ça suffit, le regard des autres, le jugement des autres, vivre par le regard des autres. À un moment donné, je suis moi-même, je suis ce que je suis et j'assume et j'avance. Enfin... Moi, cette volonté d'être moi-même, je l'ai ressentie très tard. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon blog qui s'appelle La Petite Banane. Et pour moi, la banane, ça incarne le complexe de cette double culture qui n'est pas assumée. C'est-à-dire que moi, on me disait, tu es une banane, ma mère me disait, tu n'es pas assez jaune. Et à l'école, on me disait, tu n'es pas assez blanche. J'avais l'impression que c'était sans fin, cette histoire. Que je ne serais jamais assez pour ni l'un ni l'autre, de toute façon. Donc à un moment, il faut assumer. Moi, j'ai assumé d'être une banane, c'est-à-dire que j'ai une culture, la culture de la banane, c'est-à-dire que je ne suis pas exactement française comme les autres. Je suis une Française parmi les autres, avec mon expérience. Et ça, il faut l'accepter. Moi, d'abord, je l'accepte, et ensuite, la société m'accepte en tant que telle. Et ensuite, je suis aussi chinoise, et je suis aussi cambodgienne, mais pas de la même manière que des personnes qui sont nées en Chine, pas de la même manière que des personnes qui sont nées au Cambodge. Mais ces cultures-là m'appartiennent. Et donc, du coup, j'assume le fait que je ne suis pas moitié. En fait, je suis tout ça à la fois. Et ça a été pour moi très long. C'est un cheminement très long de vraiment s'assumer en tant que personne. Et oui, effectivement, je ne parle pas très bien le chinois. Mais par contre, je maîtrise d'autres langues. Et oui, je n'ai pas une expérience de la France, d'une certaine France carte postale, parce que je n'ai connu que les régions parisiennes, l'urbanisme. Mais je suis aussi française comme n'importe qui se dit français. Et ça, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de réflexions et beaucoup de rencontres. Je pense que c'est aussi les gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit mais complètement, mais on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est, parce que c'est pas un choix. C'est-à-dire que mes parents sont venus ici par la force des choses. Ils sont venus parce que l'histoire en a décidé ainsi. Et la France, c'est pour moi ma maison. Donc, de toute façon, voilà. Et je me sens bien maintenant d'avoir fait cette... Moi, j'irais même plus loin. Quelque part, c'est aujourd'hui. Moi, je trouve que j'essaie de transmettre ça à mes enfants. C'est une richesse aussi d'avoir cette double culture, déjà deux langues. Ok, même si vous parlez pas parfaitement chinois, quand même, ça vous ouvre les yeux sur un autre univers. Moi, j'essaie de dire qu'aujourd'hui, ça devient une force. Alors, effectivement, quand on est à l'école, comme vous le décrivez si bien dans le livre, on n'a pas envie de décoller de la masse, surtout quand on est adolescent. On a envie de bien se mêler dans cette masse, dans ce trend, cette mode. On a envie d'avoir le sac Eastpak, comme tout le monde. Alors, en Italie, c'était la marque Invicta. Je pense que vous ne connaissez pas, mais tout le monde avait des baskets super gars et le sac à dos Invicta, voilà. Donc, ça, du coup, Chichi, elle arrive à le faire plus vite, plus tôt. Ah bah que moi, oui. C'est pour ça que c'est un modèle pour moi. C'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. D'accord, voilà. D'où, effectivement, j'allais vous poser pourquoi ce titre, Jeune fille modèle. Oui, c'est parce que c'est un modèle pour moi, cette jeune fille, d'avoir embrassé cette réflexion à un âge... tendre, c'est quand même beaucoup. Moi, j'ai commencé à avoir toute cette réflexion quand je suis devenue mère, donc bien plus tard que Chichi. Et des fois, je me prends à me dire, oh là là, si j'avais fait 15 ans plus tôt, qu'est-ce que j'aurais pu faire depuis? Ça aurait été trop bien. Et aujourd'hui, je rencontre des jeunes filles qui sont à un état avancé de réflexion. Et je me dis, quelle chance, c'est génial. Et qui ont genre 25, 26... Ah non, même, il y en a même qui me disent, ah, mais il faut que je demande à mes parents parce que j'ai 17 ans. Ah, ok, d'accord. C'est cool. Restons en contact. Parce que c'est génial d'être en paix avec ses identités. Et donc, il y a ce côté modèle de mon modèle personnel. Et il y a aussi, ça résonne parce qu'on appelle les Asiatiques une minorité modèle, parce qu'ils seraient beaucoup plus discrets, travailleurs, etc. Tous ces clichés qui sont associés à l'immigration asiatique et qui sont un outil de comparaison avec d'autres migrations.
Et donc ça, c'est ce que. Et donc, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le côté richesse d'une double culture. Moi, je pense que aujourd'hui, je suis convaincue de ça. Mais tous les jours, alors non seulement là, on parle de l'école dans le livre avec Chichi, mais aujourd'hui en France, tous les jours, vous avez des exemples qui vous prouvent que la double culture n'est pas appréciée en tant que richesse. Quand Éric Zemmour dit qu'Absatoussi n'a pas un prénom français qui fait honte à la France, on vous rappelle que la double culture n'est pas appréciée. Quand des personnes se moquent de l'accent de cette femme qui fait le shopping, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, mais je ne saurais pas dire. Qui dit magnifique, une personne voilà, qui et c'est une Française comme vous et moi aujourd'hui, hein, et qu'on lui dit que son accent, il n'est pas digne d'être... ça me révolte. Vous voyez, donc c'est pas que dans les livres et c'est pas que dans la fiction, c'est dans la France d'aujourd'hui, 2018. Oui, après, effectivement, je suis entièrement d'accord. Dans des milieux franco-français, il y a beaucoup de ça. Après, dès qu'on ouvre un peu, justement, il faut choisir qui on fréquente et avec qui on échange. Mais je suis d'accord. Après, quand nos enfants se retrouvent à l'école et effectivement, il y a des milieux très français, et voilà, ils sont confrontés. Absolument. Après, c'est effectivement qui on fréquente. Mais là, on parle aussi de l'espace public français. C'est-à-dire qu'on parle de la radio, on parle de la télé. C'est pas juste... Enfin, vous pouvez aussi décider de ne pas allumer votre poste, mais votre enfant, il va avoir des enfants qui l'ont vu et que ça va infuser notre société. Donc ça, c'est moi, je fais des choix, effectivement, mais on fait aussi des choix collectifs. Et ces choix, et là, ça se ressent. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai ressenti en lisant votre livre, c'est le côté universel et le côté intemporel, où je disais, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses à ce que ce soit intemporel. Et c'est exactement pour ça, c'est que se dire qu'aujourd'hui, en 2018, dans la représentation que la société, on va dire, parce que les médias, les gens dans la rue, ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme ordinaire, qui ne veut absolument rien dire, je trouve. Hein, c'est du racisme, point barre. C'est assez... Non, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant, je trouve. Je ne savais même pas qu'on employait le mot ordinaire. Oui, si. D'accord. Ça, comme pour... minimiser la chose, en fait, la légitimer, alors que c'est impossible à légitimer, à mon sens. Et je trouve ça assez terrible, en fait, qu'encore aujourd'hui, en 2018, alors que, on le sait, on est tous des enfants d'immigrés, à un moment ou à un autre. Enfin, moi, je parlais de mes grands-parents, Paris, qui sont des Polonais, qui ont connu ça à l'époque avec les Italiens, notamment. Et quand je vois aujourd'hui, quand je lis l'histoire de Chichi, avec les clichés qu'il peut y avoir... Et où on le sait autour de nous, je trouve ça assez sidérant. Je trouve ça très bien que ce livre existe en littérature française, mais ce serait bien que ça fasse évoluer certaines mentalités. Mais on va continuer à en parler. Vous serez certainement au Salon du Livre, qui c'est là, en 2019. Alors j'attends l'invitation de mon éditeur, on passe le message. On se retrouve après... Noah Hart, la Cluster, pour poursuivre et notamment parler aussi d'autres activités qui font partie de votre personne et de ce que vous exprimez aussi dans le livre.